Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Air Télévision. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro L'Actu. Soyez les bienvenus. Je rappelle, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, la page Facebook ou la page YouTube d'Air Télévision. Ce soir, nous allons à la rencontre. Notre invité est tout jeune, en tout cas, sur sa nouvelle nomination. Il vient d'être nommé président de la Fondation de l'Islam de France. Raleb Benchir, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue jeune dans la présidence, mais je m'approche de l'estuaire du fleuve de mon existence. En tout cas, il y a l'expérience, mais je pense que, en tout cas, apparemment, on a besoin de vous dans l'avenir, notamment au sein de cette fondation. On va en parler dans quelques instants. Alors, je rappelle tout de même que Raleb Benchir, c'est l'islamologue, double formation scientifique et philosophique. Vous êtes doctorant en physique, essayiste, théologien. Un petit clin d'œil, paix à son âme, à votre papa, Abbas Benchir El-Hussein, qui était recteur de la Grande Mosquée de Paris entre 82 et 89. Vous êtes aussi un homme de médias, présentateur notamment de l'émission Islam sur France 2. Vous êtes une figure emblématique, reconnue des musulmans de France. Ils sont heureux, les musulmans de France, aujourd'hui, après Jean-Pierre Chevènement. Enfin, un musulman qui préside cette fondation. Alors je dis enfin car à l'époque, il y a 2 ans, après les attentats de 2015, lorsque cette fondation a été créée, il y avait eu un débat tout de même, une incompréhension en tout cas. Donc aujourd'hui, ils sont plutôt heureux et satisfaits. Il y a 2 aspects. Oui, j'ai la faiblesse de croire que les musulmans de France et de par le monde, parce que je ne cesse de recevoir des félicitations d'un peu partout, du Pérou, de Russie, et puis des départements ultramarins, ils sont heureux, bien entendu. Le second point, c'est vrai qu'au niveau de la symbolique, il eût mieux valu qu'il y eût un président musulman dès le départ. Et pour X raisons, et c'est peut-être mettre cette institution sur les rails et en orbite, et connaissant un peu le microcosme de nos corélégionnaires et de nos concitoyens musulmans, peut-être qu'il valait mieux passer par cette première phase. Jean-Pierre Chevènement a mené un travail en 2 ans. Bon, on rappelle que cette fondation a pour objectif, on va en parler dans un instant, qui est un pont normalement entre l'islam et la République. J'aimerais que vous m'en disiez 2 mots. Mais à la fois, il y a cette symbolique, comme vous dites, mais c'était peut-être un peu normal aussi, vu qu'aujourd'hui, on recevait il y a quelques jours Abdellah Zekri, qui est lui président de l'Observatoire national contre l'islamophobie, qui dit que l'État, la République, nous laisse tranquilles. Donc effectivement, peut-être qu'à un moment donné, avoir une figure emblématique de la vie politique française comme Jean-Pierre Chevènement dans une instante importante comme la Fondation, c'est peut-être incohérent avec le fait de dire à l'État, laissez-nous travailler, mais à la fois, avoir un président sur une telle fondation, why not? C'est vrai. N'oublions pas aussi un autre aspect, c'est que cette fondation, elle est laïque, reconnue d'utilité publique, avec la participation de l'État au niveau de 3 ministères très importants, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Culture, plus des donateurs, plus des mécènes, et je parle là du mécénat d'entreprise, et bien entendu les personnalités qualifiées qui composent le conseil d'administration. En réalité, c'était dans votre question, mais nous aurons à y revenir, elle se veut comme un pont entre les institutions républicaines d'une manière générale et la question islamique du point de vue civilisationnel, culturel et historique, savoir. On parlera de cette exposition notamment qui se prépare. Mais quand je disais, alors on peut en parler maintenant, le pont entre l'islam et la République, alors il y a ce pont, mais est-ce que ce pont il est fluide? Est-ce qu'il y a un échange constructif? Est-ce que vous êtes concerté aussi? On peut demain concerter Raleb Benchir en tant que président donc, de la FIF en disant voilà, on aimerait commander, travailler sur un nouveau rapport pour ne pas m'éterniser dessus. Est-ce que vous pouvez nous accompagner, travaillons ensemble? Est-ce que réellement ce pont il est fluide? Il est présent? Alors, entre les quelques jours, pour ne pas parler d'heures, depuis le 13, je crois, que depuis le 13 décembre, vous avez été nommé. Et maintenant, là aussi, je pense qu'à travers ma personne, comme citoyen, engagé dans la cité, respectant les lois de la République et aussi mon appartenance confessionnelle, il y a déjà ce lien à travers, j'allais dire, ma personne, indépendamment de ce que je peux être. Oui, parce qu'il faut y croire. Enfin, il faut y croire. Je crois que c'est le bon mot, c'est une croyance. L'islam est une cause. C'est une véritable cause, parce que cette affaire-là,
c'est à nous tous, qui que nous soyons, qui devons la mener. Parce que soit nous voulons un islam de beauté, d'intelligence, d'humanisme, de civilisation, soit si nous ne faisons rien, ça sera la médiocrité, l'épouvante et la terreur. Et ça, nous ne nous en voudrons jamais. Alors, je vous reconnais bien, et ça, c'est ce qui a été aussi apprécié. On peut lire ça partout dans la presse. Vous en parliez il y a un instant. Effectivement, l'AFIF, la Fondation Islam de France, c'est tout le côté historique, le savoir, et ça, c'est vraiment très important car il y a un réel travail, donc transition toute faite. Vous parlez de connaissance, développer la connaissance de la jeunesse française sur l'islam. Je vous cite, la Fondation aura à cœur la prise en charge sur les plans éducatifs, culturels et social de la jeunesse qui pourrait céder aux sirènes salafistes. Là, vous signalez un point important, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, quelque part, l'islam n'est pas éduqué ou n'est pas enseigné. Il me semble que ce que nous appelons radicalisation, salafisation des esprits et que sais-je encore, sont le produit d'une méconnaissance grave, d'une carence au niveau de l'éducation, d'un manque de connaissances véritables à la fois de l'histoire du patrimoine islamique, mais aussi des textes enseignés à l'emporte-pièce. Si l'on va sur Internet pour aller voir ce que dit Cheikh Google, assurément, nous n'aurons pas un citoyen musulman ou une citoyenne musulmane équilibrée, corrélant, j'allais dire, son appartenance confessionnelle avec les engagements dans la cité comme citoyen. Et qu'est-ce qui fait que Cheikh Google ou Cheikh Yahoo, pour citer un peu cette formulation notamment de Mohamed Bajrafil, entre autres, qu'est-ce qui fait que ces moteurs de recherche ont pris le dessus sur des personnalités comme vous, des chercheurs, des essayistes, des islamologues, des théologiens, des imams, des professeurs d'histoire? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, parce que les jeunes, les nouvelles générations sont fiers aujourd'hui. Quand on les voit faire le ramadan, elles sont présentes, cette jeunesse, elle est présente, elle est fière de son islam. Mais à la fois, il y a un réel paradoxe où elles ne sont pas, alors je mets des guillemets, mais peu ou voire pas du tout cultivées, parce que l'islam, ce n'est pas que le ramadan, pour aller vite un peu. Oui, et vous avez raison de préciser pour aller vite. Oui. Il y a un double manquement. Il y a un manque d'éducation. Il y a un double manquement. D'abord, de la part de tout ce que vous avez cité, les essayistes, les écrivains, les islamologues, les théologiens, les philosophes, les penseurs, en tout cas ces acteurs de l'islam dans notre pays. Pourtant, il y en a. Et pourtant, il y en a. Et donc, ce manquement-là, c'est peut-être de savoir toucher cette jeunesse, de trouver le vocabulaire qu'il faut, de savoir passer les messages, d'avoir cette prise en charge éducative dont nous parlions. Et je pense que peut-être elle n'a pas été suffisamment bien relayée. On ne peut pas rester dans sa tour d'ivoire et faire des recherches sans pouvoir, par ruissellement ou par trouver les messages ou les canaux pour pouvoir passer ces idées-là. Et l'autre manquement, malheureusement, c'est de la part de certains avec une paresse intellectuelle, c'est-à-dire le goût de l'effort, la volonté d'aller apprendre d'une manière réelle, pas uniquement sur le cyberespace ou d'une manière virtuelle, font en sorte qu'on cherche la facilité au lieu de travailler et de fournir les efforts nécessaires. Alors, je vous propose justement d'écouter, je suis allé à la rencontre des participants à l'UNESCO mardi 18 décembre, des participants qui s'expriment notamment sur la langue arabe. C'était la célébration de la journée de la langue arabe. Et vous allez voir que ces participants, pour eux, la langue arabe, à l'école notamment, à l'université, est plus qu'importante. La langue arabe, ça représente beaucoup de choses en fait. C'est peut-être ça qui la rend tellement spéciale. C'est un lien avec la culture, c'est un lien aussi avec une religion, avec des populations de différents pays, que ce soit des pays très différents. On peut aller jusqu'en Indonésie, au Maghreb, au Moyen-Orient. Donc finalement, c'est un peu un facteur de rapprochement, cette langue. C'est une langue malléable, souple, et c'est une langue où il y a beaucoup vraiment de synonymes et d'homonymes. C'est une langue très riche. Elle est un peu difficile au niveau de la grammaire et de la syntaxe, mais une fois qu'on a maîtrisé les bases de cette langue, on peut facilement l'appréhender et l'utiliser dans toutes les situations. C'est une langue poétique, c'est une langue lyrique et c'est une langue qui peut être économique et culturelle.
suis Zulekha, et en tant que musulmane, vous comprenez bien que c'est fondamental pour moi. Ça, on ne peut pas se déclarer musulman tolérant, ouvert, intellectuel, sans connaître au moins les bases, les fondements de la langue arabe. Et j'ai toujours, depuis l'université, j'ai déjà eu 2 années d'université en arabe. Alors j'ai toujours pratiqué l'arabe. J'ai pratiquement voyagé dans la plupart des pays arabes. Et pour moi, il y a sans aucun doute, c'est une grande langue belle et riche. Enfin, tout le monde s'en rend compte aujourd'hui que c'est plus que nécessaire. On a intégré des langues comme le chinois, comme l'anglais. Et aujourd'hui, on se rend compte que la valeur de l'arabe est tout aussi importante et voire plus, puisqu'elle a aussi un facteur d'altruisme que je trouve dans l'arabe qui est peut-être pas retrouvé dans d'autres langues et qui est plus qu'important et nécessaire d'encourager. C'est pas seulement une langue, mais pour moi, c'est un contenu culturel et expression d'identité. Aujourd'hui, pour la journée internationale de la langue arabe, c'est une reconnaissance mondiale de l'importance de la langue arabe en tant que langue de dialogue, en tant que langue d'ouverture et de communication. La langue, telle qu'il est reconnue, est une partie de l'identité. Et donc, cette langue arabe reflète l'identité des 22 pays arabes, leur histoire, leur tradition, leur façon d'être, leur façon de penser et leur façon de vivre. Et donc la langue est transmise, elle peut être acquise, elle est un outil de communication formidable et une ouverture dans un monde globalisé. C'est une belle journée que de célébrer cette langue, n'est-ce pas, qui est un lien indissoluble, indestructible entre plusieurs peuples arabes. Je souhaite qu'ils trouvent une méthode commune pour enseigner cette langue. Parce que d'après l'arabe qu'on peut développer l'identité des immigrants issus des enfants issus de l'immigration. C'est pour ça. Voilà, voilà, c'est bon. Tout ce qui est ouverture est une bonne solution. Tant que justement la question identitaire n'est pas une revendication contre les autres, mais une ouverture sur les autres, c'est une très bonne chose parce qu'elle donne accès à d'autres cultures et à une vision beaucoup plus large et beaucoup plus universelle. L'humanité est faite de toutes ces cultures, il faut pouvoir les intégrer et les racines arabes sont importantes pour un être humain pour qu'il puisse aussi rester en contact avec son histoire. Alors Khaled Benchir, justement, on vient d'écouter ces participants, notamment cette jeune étudiante qui dit effectivement aujourd'hui l'arabe à l'école, l'arabe à l'université. Alors c'est un dossier, hein, vous allez me dire ce que vous en pensez. Là c'est un dossier précis qui est remis notamment sur le bureau de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. C'est aussi ça peut-être de commencer par parler de cette langue arabe et puis petit à petit, puisque qui dit langue arabe aussi dit islam. Oui. Pas nécessairement, parce qu'il y a d'autres langues véhiculaires de la pensée islamique à côté de l'arabe. Il y a le persan, il y a l'ourdou, il y a le turc, il y a le swahili, il y a le gujarati. Il y a d'autres langues. La plus populaire. La langue du Coran, bien entendu, et en plus à travers l'histoire, et sur une langue étendue, depuis Saragosse jusqu'aux confins de l'Indus, la langue arabe était aussi la langue du savoir, de la culture et de la connaissance. Mais indépendamment de ça, vous avez raison de dire qu'il y a un lien direct entre la langue arabe et puis la tradition islamique et le patrimoine islamique, mais indépendamment de ça, la langue arabe est aussi une langue de travail à l'ONU. C'est une langue de diplomatie, c'est une langue du savoir, du cérémonial des cours, du droit, de la connaissance, de la poésie. C'est une langue suggestive, c'est une langue lyrique. Et même lorsque nous parlons français, nous parlons arabe sans que nous nous en rendions compte. Il y a plusieurs mots, hein. Algèbre par exemple, entre autres. Pas que. Le substrat arabe des langues latines d'une manière générale et surtout du français est beaucoup plus important que le substrat gaulois.
Mais alors, je pousse un peu ma question. Est-ce que le fait de prendre du temps et de ne pas mettre une langue arabe, des cours d'arabe, il y a l'italien, l'anglais, première langue, deuxième langue, je crois qu'il y a même troisième langue, les élémentaires ont aussi des langues à l'école aujourd'hui sur ces nouvelles générations. Il n'y a pas une crainte quelque part de l'éducation nationale, de ne pas donner trop de place? C'est sensible tout de même. Pour certains partis politiques, une certaine France, c'est assez sensible de dire demain, dans telle école, il y a des cours d'arabe. Oui, le sujet est très sensible, mais il faut aussi du courage politique qui puisse savoir le déminer. Revenons simplement à ce qui se passe au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Nous avons 6 langues de travail qui se trouvent être l'anglais, l'espagnol, le français, le russe et l'arabe, ainsi que le chinois. Ces 6 langues de travail, eh bien, l'éducation nationale doit, en plus de la langue nationale qui est la langue française, offrir aux citoyens, quels qu'ils soient, la possibilité de maîtriser une langue de travail à l'ONU. J'ai beaucoup de respect pour l'italien et pour l'allemand, et je rêve de pouvoir parler couramment allemand parce que c'est la langue de Goethe et la langue de philosophie, mais il se trouve que l'allemand, ce n'est pas une langue de travail à l'ONU, alors que l'arabe est une langue de diplomatie. Je voudrais qu'on revienne sur ce 9 décembre. Je ne vous ai pas croisé au congrès du CFCM, je crois que vous étiez en déplacement. Les échos que vous en avez eus, pour vous, ça a été une journée plutôt bénéfique avec tous ces élus, femmes, hommes de la République française, tous ces représentants. C'était pour vous une journée plutôt positive et constructive. On a d'ailleurs écouté votre prédécesseur, Jean-Pierre Chevènement. Alors, j'étais tout simplement à Marrakech pour 2 conférences et une autre à Saouira, après une autre à Tlemcen. C'est pour vous dire que votre serviteur était en pérégrination pour une série de conférences. Et si j'étais présent à Paris, j'aurais eu le plaisir de faire partie de cette rencontre. Les échos que j'en ai eus, c'est que les acteurs ou les hiérarques ou les représentants je ne dirais pas des musulmans de France, parce que les musulmans, s'ils doivent être représentés, ils ne seront représentés que politiquement. Mais en tout cas, les acteurs des associations, il y avait un certain nombre d'associations. Voilà, la gestion du culte islamique, les associations qui prennent en charge les affaires de la pratique cultuelle islamique en France étaient présents. Apparemment, elles ont parlé toutes d'une voix unie ou quasi unique. C'est très bien, il faut aller dans ce sens-là. Christophe Castaner est bien évidemment venu, tout le monde est venu, Laurent Nunez, le secrétaire d'État, le préfet était présent, la présidente de la région Île-de-France était présente aussi, pour ne citer que, la maire de Paris était présente aussi. Pourquoi autant de présence sur cette... Il est normal que lorsqu'une composante de la nation tienne son congrès, que les représentants de la République soient présents. Il est normal, mais ça n'a pas toujours été le cas non plus. Il y a eu des... Eh bien, c'est tardif. Ça aurait dû être bien avant. Et il me revient à ma mémoire d'autres rencontres où les représentants de la nation étaient présents pour d'autres congrès. C'est la courtoisie républicaine, c'est sous la voûte commune de la laïcité. Et puis, il faut savoir compter avec cette composante islamique dans la sérénité, dans le calme, dans le respect des lois de la République. Ce fameux pont dont nous parlions tout à l'heure, il incombe à la Fondation de l'Islam de France de le concrétiser. Une très grosse présence du pouvoir politique lors de ce congrès, mais parfois au Bourget, l'un des événements les plus importants qui réunit quasiment tous les musulmans de France et une grande partie même du monde, parce que certains font le déplacement. Le pouvoir politique n'y est pas présent, alors que ça reste la France. Comment vous voyez un peu les choses à un moment donné? Alors, je ne sais pas si les initiateurs et les organisateurs du rassemblement du Bourget invitent à chaque fois, je pense qu'ils doivent le faire, je vous le confirme, les représentants politiques. Est-ce qu'il y a une idée que ce qui s'y passe doit avoir un traitement particulier? Il revient à ma mémoire aussi qu'un ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, y est allé. Il a été par moments applaudi et par moments conspué.
Je vous pose cette question car c'est pour essayer d'avoir un peu votre avis, vous qui avez aussi encore une fois une certaine expérience, une carrière au sein de l'islam, mais pas que. Comment vous définisseriez-vous, maintenant que vous allez prendre la tête de cette fondation, les relations qu'il y a entre l'État et l'islam de France ou en France? Comment vous sentez? Quelques mois auparavant, c'était un peu, on sentait quelque chose d'épicé. Christophe Castaner a été plutôt applaudi et c'était plutôt un message d'ouverture et de paix. Comment vous définisseriez ce rapport qu'il y a entre nous? Nous continuerons sans langue de bois à entretenir des relations qui vont vers l'apaisement, le calme et la sérénité. Après avoir connu des moments troubles, la nation française est convalescente et résiliente après une vague d'attentats meurtriers. Au nom de cette tradition religieuse pervertie et avilie, maintenant le temps de la reconstruction à tout point de vue doit venir. Et puis, encore une fois, c'est dans le cadre du respect du droit actuel, et c'est celui du respect de la loi de séparation de l'Église ou des Églises et de l'État, celle du 9 décembre 1905. Khaled Benchir, il y a aussi l'écrivain. Le Coran expliqué aux éditions Erol, que vous venez de publier à nouveau. Donc c'est une lecture guidée du Coran. Il délivre l'histoire, les mots-clés, les grands récits et les grands principes de ce texte fondateur de la religion musulmane. Faut-il expliquer le Coran? Peut-on expliquer le Coran? En tout cas, on donne avec beaucoup d'humilité, de modestie, une compréhension forcément humaine, une interprétation. On ne peut pas l'expliquer comme ça et figer l'explication dans le temps. On donne un aperçu. Il faut préciser que c'était à la demande aimable de l'éditrice, en l'occurrence chez Erol, et c'est une réédition d'un autre ouvrage. Mais c'est toujours d'actualité, cette réédition? Elle est toujours d'actualité parce que beaucoup de nos semblables et de nos concitoyens non musulmans, et aussi parmi les musulmans, qui imputent à la tradition religieuse islamique et au Coran des choses qui n'existent pas. Donc il vaut mieux y aller voir par soi-même et se faire une idée par soi-même. Parce que, je vais même peut-être exagérer, mais c'est énorme le nombre de musulmans, de fidèles musulmans qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais lu réellement le Coran, qui ne prennent même pas le temps de s'y intéresser. Il y a un réel travail de fond à faire là-dessus. Et à commencer, hélas, ça ne nous fait pas plaisir de le dire, mais les Kouachi, Koulibaly, Mera, Shekat et je ne sais trop quoi n'ont jamais ouvert de leur vie un Coran, ils n'ont jamais lu, ne l'ont jamais médité. Sinon, ils n'auraient pas commis les horreurs qu'ils ont commises. Et en plus, je reçois parfois lors des conférences telle ou telle question de la part d'auditeurs, auditrices appartenant à la tradition religieuse musulmane en disant il y a dans le Coran telle ou telle chose, alors que c'est une invention. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer déjà, peut-être que le titre expliqué est un peu prétentieux, mais en tout cas présenter tout simplement avec des mots simples et donner une compréhension, interprétation. Parce que celui qui interprète, forcément, a déjà compris quelque chose. Donc c'est à sa manière de le redire. En tout cas, peut-être que le verbe expliquer n'est peut-être pas peut-être un peu, comme vous dites, peut-être pas à sa bonne place, mais en tout cas, voilà, il est vivant, il repose sur de nombreuses citations, il est attractif. Je crois qu'aussi, cette nouvelle génération, elle a besoin de choses attractives. Alors, ne peut-être pas faire du Coran sur un réseau social, mais c'est vrai que quand on voit le Coran, peut-être que malheureusement, sur ces nouvelles générations, ça ne donne pas spécialement envie. Et là, je vous invite vraiment à vous le procurer. Donc, c'est aux éditions Erol et c'est le Coran expliqué par Khaled Benchir. Khaled Benchir, vous avez beaucoup de travail. Pourquoi vous vous engagez dans cette charge? C'est ce que vous me disiez tout à l'heure, cette nouvelle charge. C'est encore le Khaled Benchir humain qui veut faire changer la société, qui veut se donner aux autres, qui veut faire bouger les choses. Vous ne pouviez pas dire non? Il y a deux niveaux de réponse à votre question. La première, vous avez évoqué la mémoire de mon père et je me rappellerai toujours de cette phrase alors que j'étais gamin en me disant « Fiston, ne cours jamais après les responsabilités, mais lorsqu'elles se présentent à toi, assume-les avec humilité, mais avec détermination et conviction. » Le second niveau de réponse est plus personnel. Je ne peux pas, durant 2 décennies, ou peut-être plus, un quart de siècle, ça fait 25 ans ou plus que je fais des conférences, que je sillonne la France
et le monde, et dire que les maîtres mots contre l'extrémisme, la radicalisation, le salafisme, j'allais dire l'idiotie, demeurent l'éducation, l'instruction, l'acquisition du savoir, la culture, la connaissance, l'inclination pour les valeurs esthétiques, pour les arts, les belles lettres, etc. Et lorsque il y a une possibilité de le faire au sein d'une fondation dont la vocation est de mener à bien tous ces chantiers, je ne peux pas faire la fine bouche et je ne peux pas dire non. Donc c'est pour ça que je me suis engagé. La FIF, pendant ces 2-3 ans, était absente, parfois inexistante. On n'en parle quasiment pas, on en parle peu. On a très peu entendu Jean-Pierre Chevènement donner des rapports, s'exprimer sur cette fondation. Avec votre jeunesse, j'ai envie de dire, vos motivations, comment vous allez d'abord faire connaître cette fondation et quels sont vos 2-3 chantiers à l'avenir, indépendamment des chantiers un peu de savoir, histoire, exposition. On y revient avant de clôturer l'émission. Alors merci pour le mot jeunesse et j'ai gagné ma journée avec vous, cher Chaaban. Oui, il va y avoir des prises de parole publiques. Il va y avoir des sorties, si je puis dire, ce que j'appelle des universités populaires itinérantes, des colloques internationaux, des prix décernés à des œuvres littéraires et artistiques en lien avec les cultures d'islam, le fait d'aider justement cette jeunesse et puis un rendez-vous régulier avec l'opinion d'une manière générale. Oui, c'est ça, islamique. Bon, c'est peut-être un peu exagéré parce qu'elle est toute jeune, mais il faut un peu la dépoussiérer, il faut la rendre vivante. C'est fondation de l'islam de France. Alors déjà, ce mot fondation, il est toujours un peu ambigu, on ne sait pas ce que c'est. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment le travail que vous allez, les engagements que vous prenez. Et quelque part, le fameux campus numérique, on va le rendre vivant. C'est-à-dire, au lieu d'être dans le cyberespace, c'est un campus virtuel, eh bien, nous allons l'incarner dans la vie de tous les jours. Et pour cela, nous avons besoin aussi des moyens. Nous les trouverons. Et en tout cas, je laisse les musulmans de France et par-delà l'ensemble des citoyens apprécier la réalité sur le terrain de ce que je m'engage à faire. Merci Khaled Benchir d'avoir été avec nous. Je rappelle, donc, vous êtes islamologue, entre autres, un théologien, physicien. Vous êtes présentateur aussi de l'émission Islam chez nos confrères de France 2. Et puis aujourd'hui, vous prenez la tête, le sourire aux lèvres en tout cas, de la Fondation Islam de France. D'ailleurs, vous avez été élu 11 contre 1, je crois. Enfin, vous avez une... Oui, et il vaut mieux à la fois pour l'humilité de l'homme, pour le scrutin démocratique. Sur 11 suffrages, il y a eu 10 pour et 1 contre. Alors, je reconnais bien toujours votre humilité, mais c'est bien aussi à un moment donné de se regarder face au miroir et de dire, voilà, c'est aussi une fierté, vous l'évoquez, pour votre papa, et puis aussi pour vous, enfin, c'est plutôt une vraie reconnaissance, c'est une fierté tout de même. Mon cher Chaaban, mon unique fierté et mon crédit, c'est le fait de pouvoir travailler, et puis les nombreux messages considérables d'hommes et de femmes qui viennent de partout et de par le monde, disons, nous sommes là, nous travaillons, eh bien, ça c'est aussi une fierté et c'est un engagement et un encouragement à aller de l'avant. En tout cas, si vous en êtes d'accord, je vous réinviterai dans quelques mois pour faire un point sur cette fondation Islam de France, voilà, qui apparemment va prendre une nouvelle vie. Voilà, vous l'avez évoqué notamment avec Campus Numérique, etc. Donc on va en parler et ça sera aussi un moyen vraiment de parler de cette fondation et de ses réels objectifs. Je vous rappelle le Coran expliqué aux éditions Erol. Vous avez donc la une du livre qui s'affiche à l'écran. Merci Khaled Benchir d'avoir été avec nous. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page Facebook d'Air Télévision, la page YouTube. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro L'Actu. Bonne soirée à tous.